Bonjour. Oui, là c'est bon. Bonjour tout le monde. Guten Tag miteinander. Es ist schön zu sehen, dass so viele Leute da sind. Ich fühle mich fast wie so an einem Konzert, wenn ich in diesen Saal schaue. Ich hoffe, all jene, die Übersetzung brauchen, haben ein Headset genommen draußen. Der erste Teil findet ausschließlich auf Französisch statt. J'espère que tous ceux qui veulent puissent prendre un écouteur pour la traduction simultanée dehors, même si la première partie de la matinée jusqu'à la pause café aura lieu en français, mais si jamais vous pouvez aussi en prendre après la pause. J'aimerais introduire brièvement à la journée. Moi-même, c'est Sylvia Opliger du VSA, organisatrice en co-organisation avec la ville de Lausanne et avec l'EPIA de cette journée. Pour brièvement introduire, on a déjà fait 2 journées techniques ou échanges d'expériences sur la ville éponge depuis qu'on a lancé le projet Ville éponge en début 2022. Et pour ceux qui étaient déjà présents, et j'en vois quand même pas mal l'année passée à la journée à Berne, début mai 2023, se rappellent peut-être de cette image. En regardant l'espace public, on s'était un petit peu posé la question, où va-t-on trouver de la place pour ces infrastructures bleues et vertes, pour cette ville éponge? Et une réponse, c'est une slide qui vient aussi de la ville de Lausanne, comme vous voyez, c'est un peu la place que les voitures prennent en ville. C'est quand même pas mal. L'espace routier, l'espace pour le stationnement, il couvre entre 57 et 87% selon les quartiers en ville de Lausanne. Et puis ces voitures, elles sont quand même assez mobiles une bonne partie du temps. Il y a des solutions comme Barcelone qui pense en grand, qui fait des super blocs, mais on peut aussi penser un peu en plus petit. Ça, c'est un exemple de la commune de Zofingue, en Suisse alémanique, le canton d'Argovie, qu'on a présenté dans le dernier webinaire. Eux, ils viennent de terminer ou de finaliser un projet d'assainissement du Eisengruppenweg, comme vous voyez à gauche. C'est une rue de quartier avec peu de trafic, quand même assez large. Là, on a réussi à créer de la place avec de la pleine terre et des arbres. Mais malheureusement, on n'a pas partout cette place à disposition pour mettre de la pleine terre et des arbres dans la rue. Et c'est à cause de ça qu'on est tous, j'espère, là aujourd'hui pour parler un petit peu du sujet des fosses multifonctionnelles, des fosses de Stockholm, Foss impluvium, en allemand des Baumrigolen, optimierte Baumstandorte, Pflanzgruppen nach Stockholmer Art. Il y a plein de terminologies différentes. Nous, on a décidé qu'aujourd'hui, on va se focaliser en terminologie sur les fosses multifonctionnelles en français et sur les Baumrigolen en allemand. La question qu'on se pose aussi, c'est est-ce qu'il est possible vraiment d'infiltrer tout type d'eau dans ces fosses multifonctionnelles? Est-ce que les technosols ou substrats pour arbres, pour l'instant, elles ne sont pas dans ces directives. Vous voyez ici un extrait de la directive du VSA. La terminologie technosol ou substrat n'apparaît nulle part, donc c'est une question que tout le monde se pose. Et j'espère quand même que ce que les différentes autres écoles et la ville de Lausanne vont présenter aujourd'hui, ça vous donne un peu une idée dans quelle direction ça pourrait aller et que ça soit peut-être un premier pas vers plus de ce système dans nos villes. Et puis surtout, que ça permette peut-être aussi de trouver un compromis. On avait déjà parlé de ça l'année passée. La protection des eaux souterraines, c'est quand même un sujet assez important. Est-ce qu'on peut l'infiltrer, les eaux de chaussée aussi dans ces substrats ou pas? J'espère que la journée d'aujourd'hui permette de faire un deuxième pas, après celui de l'année passée, pour une meilleure compréhension et la recherche d'une solution commune. Pour le programme et quelques aspects techniques de la journée, pour ceux qui aimeraient voir les slides dans leur langue, vu qu'on va afficher qu'en une langue ici, vous pouvez les télécharger en prenant le QR code à gauche. Et le code à droite, il est là pour pouvoir d'un côté poser des questions. Vous aurez aussi la possibilité de les poser avec des microphones, mais pour ceux qui préfèrent, vous pouvez le faire par écrit sur Slido. Et puis, en fin de journée, il y aura aussi un petit questionnaire d'évaluation de cette journée. Je vais le réafficher tout à l'heure, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas eu le temps. Juste brièvement sur le programme de la journée,
Comme vous voyez, il est très dense, donc j'espère vraiment qu'on puisse tenir un petit peu le temps, aussi après l'après-midi, pour les visites. Je remercie chaleureusement surtout la ville de Lausanne et l'EPIA avec Marie Palman, Pascal Bovin, Emmanuel Gras qui vont être ici tout à l'heure pour leur co-organisation avec moi, la mise à disposition gratuitement du casino de Montbenon et de toute cette super infrastructure qu'on a ici. Et avec ceci, je prie Madame Natacha Litzisdorf, directrice du logement, de l'environnement et de l'architecture de la ville de Lausanne, pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les représentants de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, représentants d'autres institutions qui font ce colloque et qui font aussi la ville éponge, c'est avec un tout grand plaisir que je suis un petit moment avec vous ce matin et je vous apporte bien entendu les salutations de l'ensemble de la municipalité de la ville de Lausanne et puis plus spécifiquement aussi les salutations de mon collègue monsieur Hilbrand qui s'occupe notamment des eaux. Alors je suis très contente, tout comme la municipalité, d'avoir aujourd'hui cette rencontre qui a pour thème la ville éponge. Parce que la ville éponge, pour nous, c'est, comme pour vous, j'imagine, un concept qui relève à peu près du bon sens absolu. Mais il y a un écrivain français qui disait « Tout est fécond, sauf le bon sens ». Donc, ça veut dire qu'on doit déployer des trésors d'inventivité pour faire en sorte que la ville éponge devienne une réalité. Et votre association, vous toutes et tous au quotidien, vous œuvrez pour justement activer ce que je rangerais sous trois choses, 3 domaines, 3 postures qu'on peut avoir pour que cette ville éponge devienne une réalité. Alors, il y a d'abord le courage et la volonté. Ensuite, il y a des instruments et des mécanismes qui changent et qui cassent un peu les logiques qu'on a. Puis en troisième, c'est des moyens et des actes. Alors, courage et volonté, d'abord au niveau politique, le monde politique que je représente, parce qu'il faut avoir le courage de dire il faut qu'on change de paradigme si on a envie d'avoir une réalité de ville éponge. Et puis pour un politique comme je représente, eh bien, nous, on a besoin de l'administration, on a besoin de l'académie, des académies, on a besoin des bureaux, et puis on a besoin justement que tout ce beau monde aussi se repose sur notamment des évidences scientifiques. Et c'est seulement avec ce combo qu'on pourra, d'un point de vue aussi politique, avoir du courage et exprimer notre volonté. Et puis le courage, je pense qu'il doit aussi s'exprimer au niveau politique sur des projets où on les a conçus il y a pas mal d'années et puis finalement on se rend compte aujourd'hui avec ce qu'on sait du concept de ville éponge que ces projets ils sont plus du tout en phase avec la ville éponge. Moi, si je dois faire passer un message aujourd'hui, c'est qu'on ait le courage ensemble de dire stop à des projets un peu monstrueux qui sont déjà lancés, qui sont de longue haleine, mais qui visent uniquement à évacuer de l'eau, à gérer de l'eau avec des gros tuyaux, sans aucune réflexion sur les sols, sans aucune réflexion qui vont avec ce concept de ville éponge. Donc moi, j'en appelle aussi à un moment donné d'avoir le courage de dire stop à certains projets qui sont déjà lancés parce qu'ils ne correspondent plus du tout à ce à quoi on aspire pour cette ville éponge. Deuxième catégorie, les instruments et des mécanismes qui changent nos logiques et nos pratiques. Il est important, et ça se reflète dans le panel de personnes que vous êtes aujourd'hui, l'interdisciplinarité, c'est le maître mot. Une catégorie socio-professionnelle n'arrivera pas seule à faire en sorte que la ville éponge soit une réalité. Et puis, des journées comme aujourd'hui, eh bien, on les salue, on remercie qu'elles existent parce que ça permet justement d'échanger ces savoirs, ces expériences. C'est un peu simple ce que je dis, mais c'est quand même une réalité qui fait que quand justement on ait des nouveaux concepts, même s'ils relèvent du bon sens, le fait de se regrouper, d'échanger vraiment nos expériences, eh bien, ça a une valeur ajoutée indéniable pour passer à la vitesse supérieure d'atteinte de cette ville éponge.
Et puis ce domaine, ce concept, comme bien d'autres, il doit également, pour être opérationnel, s'inscrire dans des instruments de gestion ou de planification du territoire. Plein d'autres domaines sur lesquels vous travaillez, nous travaillons, doivent prendre, on va dire, racine dans ces instruments déjà existants. Sinon, c'est compliqué justement d'aller sur des mécanismes comme on le souhaite. D'abord, on essaye d'inciter, d'accompagner. Donc, on est plutôt dans la technique de la carotte. Et puis après, si ça ne passe pas, il faut obliger, contrôler, voire même sanctionner. Et puis là, c'est plutôt le bâton. En tant que politicienne, je n'hésite pas à dire qu'il nous faut les deux. Et ça nécessite aussi qu'ensemble, on ait le courage aussi de le dire. Et puis, troisième catégorie, troisième domaine, les moyens et les actes. Alors bien sûr que pour faire la ville éponge, il nous faut de l'argent, mais il faut aussi, dans la veine du changement de paradigme, qu'on applique peut-être un concept qu'on apprécie aussi beaucoup, qui est celui du concept de coût de renonciation au coût d'opportunité, où on regarderait de plus près justement la perte des biens auxquels on renonce quand on procède à un choix. Et là, peut-être qu'on se rendrait compte que faire la ville éponge, finalement, c'est une bonne option aussi d'un point de vue financier pour les collectivités publiques. Et puis, ça permettrait justement d'envisager cette ville éponge sous un autre angle d'un point de vue des finances publiques. Et puis, dernier point dans ces moyens et ces actes, c'est bien entendu pour convaincre, il y a tous les éléments que j'évoquais tout à l'heure, mais il y a aussi l'élément qui est imparable, c'est la preuve par l'acte, avec des projets qui s'inscrivent dans le territoire. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est important d'échanger pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour faire court et simple. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité d'échanger sur ces projets et j'en suis particulièrement heureuse. Je viens d'apprendre la traduction en allemand « Baumrigolen ». Je trouve que c'est un très joli mot, c'est presque plus joli qu'en français. Je propose à M. Emmanuel Grain, notre emblématique représentant du SPADOM, qui va venir parler des Baumrigolen et des Foss in Pluvium. Peut-être qu'on change de nom, Emmanuel. Bref, je me permets aussi, je sais que c'est un peu pas la coutume, mais de remercier mon service Parc et Domaine, qui est un peu mon service chouchou, je le dis aussi systématiquement, c'est pas parce qu'ils sont tous là aujourd'hui, mais c'est vraiment un petit bijou de service avec, tout comme vous, des gens qui sont des professionnels de pointe, qui aiment bien l'innovation, qui sont engagés, qui ne comptent pas leurs heures, même si on les compte. Bref, c'est vraiment des hommes et des femmes de bonne volonté, avec une expertise énorme. Je les remercie parce que dans le territoire lausannois, ils font beaucoup de bien pour l'environnement, mais aussi pour la population. Je suis persuadée que vous faites aussi au quotidien la même chose, toutes et tous, dans cette salle. On vous remercie pour l'ensemble de votre action au quotidien. On se réjouit de poursuivre de manière justement collaborative ces actions et sans autre forme de procès. Je termine ce mot de bienvenue. Je vous souhaite une très bonne journée, de bons travaux. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Dans ce cas-là, j'appelle Emmanuel Grain, dont le nom vous avez déjà entendu pas mal de fois, qui est coordinateur grand projet auprès du service Parc et Domaine de la ville de Lausanne, et Pascal Boivin, ingénieur et agronome, professeur et responsable du groupe Sol et Substrat à l'EPIA, qui vont vous présenter. Voici les fosses multifonctionnelles de Lausanne. Et ça on va faire les deux arbres, oui, merci. Ça fonctionne aussi, c'est parfait. C'est moi qui attaque. Hein. Vas-y, c'est toi qui attaque. Bon, bonjour à tous. Alors on vous fait un duo, tu es toujours d'accord? On n'a plus le choix. Hein. Voilà, et puis c'est vrai qu'après la vache qui rit, les arbres qui rigolent, je trouve que ce serait une belle appellation en français. J'aime bien votre suggestion. Alors, si on est là pour vous parler ensemble, c'est qu'il y a effectivement du courage, de la volonté des actes du côté de la ville de Lausanne, et puis un soutien par la recherche. Puis on va vous présenter ce qui s'est fait aujourd'hui. Je vais introduire généralement le sujet, puis je dirais les aspects plus relevant de notre recherche, et le gros de ce qu'on doit vous présenter, c'est surtout ce qui a été réalisé à Lausanne et qui est une application transformée et améliorée de ce qu'on propose. Alors, il s'agit de fosses
multifonctionnel et de technosol. Technosol, c'est un sol qui est fabriqué à partir de matériaux essentiellement non pédologiques au départ. Voilà. Et les fosses multifonctionnelles, eh bien, on va s'expliquer. Je passe sur le plan, vous allez découvrir de toute façon. Donc, le contexte général, hein, pas spécifiquement Lausanne, c'est qu'on a énormément de problèmes dans l'environnement urbain à régler. Et le premier d'entre eux, c'est que les arbres se portent très mal, avec des fosses de plantation qui sont très coûteuses, mais pour autant pas du tout appropriées, avec une qualité des sols urbains, ils ne sont pratiquement pas des sols, on les appelle des anthrosols, mais très souvent ils sont très impropres au bon développement de l'arbre, ce qui donne des arbres qui se développent très mal, avec des coûts élevés, économiques, mais aussi sociaux, sur lesquels on peut revenir, qu'on peut considérablement améliorer par la pratique, et pas seulement avec des fosses multifonctionnelles, mais ça reste un fait, ça reste un échec très souvent, et ça reste un problème global de gestion de l'environnement urbain. Alors s'y ajoutent aussi les problèmes de gestion de l'eau. C'est annoncé depuis longtemps par l'imperméabilisation croissante de nos milieux urbains, mais c'est aussi annoncé avec le changement climatique, donc l'augmentation de pluies très intense. Et désormais, on est passé l'effet d'annonce, on l'a tous constaté ici à Lausanne, à Genève, à Zurich, etc. Alors, ça, c'est un problème d'environnement d'un point de vue quantitatif, hein, c'est le risque d'inondation. C'est aussi un problème d'un point de vue qualitatif. Sylvia l'a rappelé tout à l'heure, ces eaux de ruissellement, elles sont déjà traitées, ce cas dans le cadre de la VSA, puisqu'il y a effectivement des charges polluantes qu'il va falloir traiter. Stockholm est assez connu pour ses fosses de Stockholm, hein, qui est une réponse partielle où on a voulu utiliser avec succès un mélange de biochar, de compost pour principalement infiltrer l'eau urbaine tout en offrant un environnement de qualité aux arbres. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont un recul maintenant qui dépasse la décennie. Donc, non seulement c'est connu, mais enfin la preuve du concept est suffisamment faite pour que pour des décideurs, ce soit considéré comme une option à envisager ou à suivre. On n'aime pas, hein, dans l'application à grande échelle, partir sur des solutions qui paraissent neuves et séduisantes, mais enfin sur lesquelles on n'a pas les temps de retour. Voilà. Alors, on va parler, j'introduis juste un mot, on va parler de biochar, on vient de le citer pour Stockholm. Donc, simplement pour le définir, les biochars, ce sont des charbons. C'est de la matière organique pyrolysée, elle peut avoir de multiples sources. Très souvent, ce sont des déchets verts ou des déchets de bois. Ça peut être du petit lait, de la pulpe de betterave, on trouve toutes sortes de choses. Voilà. Et ce sont des matériaux qui sont assez intéressants parce qu'on stabilise le carbone, d'un côté. Donc le biochar est réputé non dégradable, ce qui est largement vrai, en tout cas sur des échelles de temps qui dépassent de loin nos espérances de vie. Et d'autre part, en fonction de la fabrication et puis des matériaux, c'est quand même un matériau qui est microporeux, avec ce qu'on appelle une charge de surface, une réactivité, donc il va interagir chimiquement avec le milieu, que ce soit par rapport à des polluants ou par rapport à des nutriments, si on pense à de l'agronomie. Alors tout ceci sous réserve d'avoir été activé, ce qui peut éventuellement être un processus pas très vert, pas très écologique. Donc je ne dirais pas que tout est simple et que tout est accessible, mais c'est un matériau qui depuis maintenant assez longtemps attire l'attention en raison de son potentiel. Voilà, donc là ici dans les illustrations, on voit qu'on part de déchets verts qui sont ensuite introduits dans un pyrolyseur. Et vous voyez ici une image en microscopie électronique. Ici on est sur un petit morceau de copeaux de bois, hein, du xylème. Et puis on voit cette porosité énorme, on est à peu près ici à l'échelle de quelques micromètres, 10-15 micromètres ici. Voilà. Donc c'est vraiment des matériaux très intéressants. Dans un sol, vous avez du squelette, ce sont des grains. Et puis vous avez un système poreux. Mais là on a les deux à la fois. Voilà, alors l'objectif des projets fosses multifonctionnelles, c'est de trouver des solutions pour gérer l'eau en quantité et en qualité. Ça, c'est le premier objectif, mais pas seulement, parce qu'on veut aussi un développement urbain de l'arbre de très bonne qualité. Donc on veut quelque chose qui soit très fertile. Et puis, évidemment, on veut que économiquement, ça rentre dans le possible et donc que ce soit raisonnable au total. Voilà. Enfin, il y a des problèmes de climat urbain, évidemment. Donc, le développement de l'arbre est une partie de la réponse, hein, les effets d'ombrage, microclimat, mais aussi éventuellement de séquestration de carbone dans notre sous-sol.
Voilà. Donc la solution proposée ici, c'est de cumuler ces fonctions à travers des fosses de plantation dont le matériau soit de perméabilité très grande, donc ce qui permet d'introduire l'eau. On sait que ces eaux vont arriver avec des effets d'orage, on doit pouvoir introduire l'eau à de grandes vitesses. On doit pouvoir retenir l'eau en compatibilité avec des normes d'hydraulique urbaine. On doit pouvoir stocker de l'eau pour l'arbre. On doit avoir un milieu qui est favorable à la croissance des racines, qui fournit des nutriments, et tout ceci est éventuellement possible. Évidemment, ce qu'il faut aussi très important dans les propriétés physiques, c'est un équilibre air-eau. Pour la plante, c'est extrêmement important. On pense toujours à mettre de l'eau, et en ville, on tue les arbres en remettant de l'eau, parce qu'on voit des signes de flétrissement. En fait, c'est par excès d'eau, parce qu'on n'a pas d'air. Voilà. Donc il faut un matériau qui garantisse ces équilibres air-eau. Voilà. Et puis évidemment épurateur, donc il va retenir les polluants routiers. Voilà. Il a bougé? Oui. Alors, le principe a été développé en parallèle des fosses de Stockholm. On était très contents de voir leur expérience. On était partis, nous, sur un autre process, puisque ce qu'on veut, c'est utiliser les biochars, mais pas tels que, en les travaillant pour produire un technosol. L'essentiel du travail, c'est à la fois de les activer et de créer un sol, c'est-à-dire une structure, quelque chose qui est stable, qui est très perméable et qui peut fonctionner dans des flux hydriques très élevés. Et au départ, on l'a développé pour des applications de dépollution. Et puis, un jour, on a aussi envisagé de l'appliquer aux fosses urbaines. Voilà. Alors, en très bref, on arrive à un technosol qui est très fertile. Vous verrez qu'on l'applique aussi en horticulture. C'est une alternative à la tourbe. Une très grande perméabilité avec un équilibre air-eau qui, là aussi, est très proche des meilleurs substrats horticoles. Très bonne propriété épuratrice sur les polluants. Et puis, il est stable dans l'eau, donc on va pouvoir conserver ses propriétés dans la durée. On a des applications beaucoup plus exigeantes que les fosses multifonctionnelles dans lesquelles ce technosol subit des flux hydriques très élevés, mais va résister. Voilà. Donc la fosse, elle va assurer l'infiltration, l'épuration, et puis évidemment le milieu de croissance de l'arbre. Donc on part en fait d'une très forte proportion de biochars. On l'a appelé TP70 parce qu'on est au-dessus de 70% en fait de biochars. Et puis TP, c'est un concept qui est venu avec Hans-Peter Schmidt de l'Institut Ithaca, qui avait créé du TP10, 10% de biochars, pour TP comme terra preta, qui sont ces sols découverts générés par les Amérindiens, donc d'abord en Amazonie équatoriale, puis on en a trouvé aussi en Afrique, des sols créés autour des établissements des populations indigènes et qui étaient très enrichis en micro-charbon, c'est de là qu'est partie l'idée, et ce qui leur donnait beaucoup de fertilité dans un milieu où les sols en général sont très pauvres. Voilà. Donc il y a activation des biochars à travers un processus de compostage. On a ainsi une très grande réserve de fertilisants et on crée cette structure qui est extrêmement importante. Avec des perméabilités très élevées, on peut dépasser les 5000 mm/h. Vous qui travaillez sur l'eau, ça vous dit quelque chose. Dans une prairie qui est en bon état et qui infiltre bien, on est très content d'avoir 30 à 50 mm/h. Voilà. Alors, très rapidement, les tests de fertilité fonctionnent très bien. Ici, vous avez par exemple un essai sur de la croissance de basilic en pot par rapport à un substrat horticole de référence. On triple la vitesse de croissance. On divise par 3 le temps d'obtention des plants. Donc, c'est en train de devenir pour l'horticulture un substitut à la tourbe, laquelle tourbe va être interdite dans les supports horticoles d'ici 2028. Donc là, c'est aussi un débouché très important d'utilisation du TP70. Très rapidement aussi, on a beaucoup travaillé sur l'épuration des polluants, parce que c'était en fait l'objet initial, à travers des projets notamment avec la HESSO. On a une très bonne épuration de tout ce qui est polluant routier, donc particules essentiellement, 90%, 98% parfois. Et puis, pour d'autres applications, on a testé une large gamme de pesticides, et c'est pareil, on est très souvent à 100% d'épuration, c'est-à-dire que ces polluants sont retenus, ne passent pas à travers le TP70. Un des moins bons abattements constatés, c'est sur le glyphosate. On était quand même à 75%, ainsi que l'AMPA, qui est un métabolite du glyphosate. Donc dans tous les cas, on arrive à partir de solutions de percolation qui sont celles obtenues par des sites agricoles, etc. On arrive de toute façon sous les normes de l'eau. Voilà. Et puis j'en ai fini pour une introduction rapide de ce TP70, donc je vais passer la parole à Emmanuel pour parler du contexte lausannois.
Merci Pascal. Alors le contexte lausannois, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais on est dans une phase d'un grand projet qui s'appelle le projet Métamorphose, qui vise à créer des nouveaux écoquartiers au nord et au sud de la ville. Et le plan que vous avez à l'écran, c'est le plan de la phase 1 de la partie nord de la ville. C'est 10 hectares, un quartier parmi les plus denses de la ville, si ce n'est le plus dense, 3200 habitants emploi. Sylvia parlait tout à l'heure de la place à disposition pour faire de la ville éponge. Quand on fait un quartier très dense, c'est pas plus simple. Mais on y arrive quand même. À la fin, surtout ce quartier, ses droits à bâtir donnent une contrainte de rétention ou de gestion d'eau à la parcelle, je vais dire ça comme ça. Ce qui est une première pour de l'espace public pour nous, puisque d'habitude, usuellement, le domaine public n'est pas tellement soumis. On essaye de faire au mieux, mais le domaine public n'est pas soumis. Là, les espaces publics sont soumis par les droits à bâtir. Alors, on a beau appeler ça la plaine de la Blécherette ou le plateau de la Blécherette. Je vous assure que ce n'est pas plat. Quand on met de l'eau, elle coule. On est à 2 et 6% en moyenne, mais ça suffit. Alors à Lausanne, ça a l'air plat, mais c'est quand même toujours une difficulté pour faire de la gestion des eaux. La première question qu'on se pose, c'est la question de l'infiltration. La carte que vous avez là, l'étoile, c'est le lieu du projet. Et puis les surfaces qui sont en bleu, voire en bleu foncé, c'est les endroits où on peut potentiellement infiltrer de l'eau à peu près correctement à Lausanne. Ceux qui ne connaissent pas, on a une géologie qui est quand même très argileuse, ou une pédologie très argileuse, et c'est compliqué de faire de l'infiltration. Nos collègues qui entretiennent les anciens terrains de football sur lesquels on a construit cet écoquartier nous rappellent ou nous rappelaient qu'il y a des zones des terrains qui, de novembre à mars, restaient humides parce que, sans évaporation par les plantes, par le gazon, l'eau ne s'infiltrait pas. La propre eau météorique sur les terrains n'arrivait pas à s'infiltrer. Alors évidemment, on s'est dit, on va quand même vérifier. Alors les premières fouilles ont été ouvertes pour être au préparatoire. On a eu des photos largement pires que celle-ci, mais d'une manière plus ou moins variable, on retrouve à des profondeurs variables. Des fois, c'est à moins 15 cm, des fois, c'est juste sous les coffres des anciens trottoirs. Voilà, des couches très argileuses, très compactées. Rejoignant la photo de Pascal tout à l'heure. En gros, peu de choses s'infiltrent. Et puis le contexte lausannois, c'est aussi objectif canopée. Je pense ce grand plan de réarborisation de la ville, on a augmenté de 50% notre surface de canopée d'ici l'horizon 2040. Alors les forêts urbaines, on les a, elles ne vont pas si mal, mais on ne va pas pouvoir les augmenter, ou à la marge. Il faut donc augmenter la couverture arborée par les autres arbres, et c'est en particulier les arbres urbains. C'est aussi là où on a le plus de problèmes d'échauffement en termes de réchauffement climatique. Et puis comme l'a dit Pascal, cette malheureuse vérité universelle de toutes nos villes depuis qu'on a inventé la compaction par le moteur diesel dans les années 60, nos arbres ne poussent plus, ce qu'on appelle les arbres zéro coût, zéro bénéfice. Vous n'avez même pas de feuilles à ramasser, c'est pratique, mais par contre ça ne vous apporte rien non plus. Donc ça, voilà, quand on brosse ce tableau-là, c'est pas tout simple le challenge. Donc les objectifs, Pascal en a déjà un peu parlé, donc je vais revenir dessus, mais très très brièvement. En gros, trouver une solution multifonctionnelle qui cumule les fonctions d'un seul épurateur, de porosité, on parle d'équilibre air-eau. Je rappelle toujours, la plante est un être vivant, donc à part les animaux aquatiques, le premier besoin c'est l'oxygène. Si je vous empêche de respirer après 3 minutes, vous êtes mort, de boire c'est 3 jours, de manger c'est 3 semaines. Les arbres c'est pareil, c'est juste les durées qui changent, donc il faut toujours garder ça en tête. Quand on écoute Björn Embrun, le père des fosses de Stockholm, il nous dit toujours dans ses conférences, pensez porosité, vous avez peu de chances de vous tromper. Il a diablement raison. Fais doucement pour la traduction. Le premier mètre de sol, c'est là où tout se joue. La difficulté, c'est d'avoir un sol portant. Ben oui, on est en ville, on a des usages de la ville qui nécessitent un sol portant. Alors on peut discuter longuement, ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un chancre de l'hygiénisme urbain, mais voilà, on a besoin de sol portant pour les chaussées, pour les trottoirs et pour plein d'autres choses. On pourrait en avoir besoin d'un peu moins, mais on en a quand même besoin. On a besoin d'un sol fertile. Ça, c'est une nécessité pour tout ce qui est arborisation, mais c'est une nécessité pour tout ce qui est biodiversité. La biodiversité du sol, on en parle rarement, mais c'est une biodiversité extraordinairement importante. Et puis on a besoin d'un sol poreux pour la gestion de l'eau. Très souvent, quand on fait ce genre de conférences ou qu'on discute dans des groupes d'études, se pose la question du dimensionnement. Alors, moi j'étais aux études, on me parlait de 6 à 9 mètres cubes par arbre, on parlait du diamètre du pot. Puis après, on a parlé de 15 ou 16 mètres cubes. Puis après, on a parlé longtemps de 25 mètres cubes. Si on lit la conclusion 1 ou 2, je ne sais plus, de l'étude Nos arbres, publiée à Genève, on parle de 40 à 100 mètres cubes de volume exploratoire par les racines pour qu'un arbre puisse devenir séculaire. 40 à 100 mètres cubes,
quand on sait que l'immense majorité, on parle de 80 à 90% des racines, se situent dans les 50 premiers centimètres du sol, on comprend que ça commence à faire des surfaces importantes. Si on prend la petite modélisation 3D qui est là, c'est juste un trottoir type, un arbre tous les 12 mètres, un trottoir de 3 mètres de large. Ben, même si on prend l'entier de la surface, c'est 36 mètres carrés. On peut discuter de la profondeur. Prenons 1 mètre de profond pour dire quelque chose, ça fait 36 mètres cubes. On voit que ce n'est pas une fosse de plantation dont on doit parler, et peut-être qu'on va arriver à la conclusion de cette journée qu'on doit arrêter de parler de fosse multifonctionnelle. L'avantage de Baum rigole, c'est qu'il n'y a plus de fosse dedans. Mais on doit parler de fosse de sol continu, de technosol continu. La continuité, je pense que c'est l'autre maître mot avec porosité. On sait qu'un arbre, tant que la racine pousse, l'arbre pousse. C'est une question d'équilibre hormonal. Donc il faut penser continuité. Il y a peut-être des zones qu'on doit exclure parce qu'il y a une contrainte réseau, voilà, d'autres choses. Mais la continuité, c'est primordial. On veut des arbres qui poussent, il faut de la continuité ou alors des volumes exploratoires suffisants. Si on réfléchit un peu, c'est le principe forestier. En forêt, vous avez plus qu'un arbre tous les 500 mètres carrés et pourtant, ils sont tous séculaires. Et donc, c'est que chacun utilise aussi le territoire de l'autre. Il n'y a pas tellement de concurrence pour les nutriments. C'est vraiment une question d'exploration. Et après, il y a encore tout le champ des symbioses racinaires entre les arbres, qui est encore le sujet d'une autre journée. La question de la terre végétale. Verdir nos villes, c'est bien. Si c'est pour griser nos campagnes, moi, j'arrête. Un arbre, 36 mètres cubes de technosol, sur l'exemple, enfin, mètre carré de technosol, sur l'exemple d'avant, si on le fait en terre-pierre, ça représente 8 mètres cubes de terre. Dans notre plan canopé, on est censé planter grosso modo 500 arbres par année dans ce type de substrat. Ça fait 4000 mètres cubes de terre. Bon, une année, c'est l'équivalent de 2 terrains de football avec nos profondeurs de sol. Le problème, c'est qu'en 5 ans, c'est l'équivalent du parc de Valency. Si on fait ça d'ici 2040, franchement, on ne sera pas très fiers. Donc, il faut quand même aussi se poser des questions à l'alternative à la terre végétale. Si on en a sur place, qu'on doit la valoriser, très bien, utilisons-la. Si on n'en a pas, arrêtons d'aller en chercher en campagne parce que franchement, on ne peut pas se regarder dans la glace quand on fait ça. Et puis il y a la question du coût. Et puis là, j'ai parlé dans le titre de cofinancement, puisque quand on parle de de technosol multifonctionnel, qui dit multifonctionnel dit co-bénéficiaire, et qui dit co-bénéficiaire suggère cofinanceur. Alors chaque réalité de chaque administration et collectivité publique est différente. La réalité lausannoise et de beaucoup de communes, c'est qu'il y a des taxes sur l'évacuation des eaux de manière diverse et variée. Quand on gère de l'eau dans ce type de sol, c'est peut-être un moyen alternatif de gérer l'eau et donc un moyen alternatif de diriger ses ressources financières pour gérer l'eau de cette manière plutôt qu'à travers un tuyau. Il y a la question des économies à la steppe. L'immense majorité de nos villes ont été construites avec des réseaux unitaires, donc ce qui fait que les centres urbains sont très très souvent encore en unitaire. Toutes les eaux météoriques qui ne sont pas retenues et utilisées localement avec les bénéfices écosystémiques pour les plantes, elles vont à la steppe. 1 mètre cube, c'est grosso modo 1 franc, peut-être même un peu plus. Sur les années, ça compte. La construction des bassins de rétention, quand elle est obligatoire, ça coûte un bras. L'écoquartier des Plaines du Loup, ça nous coûtait 2 millions. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait, entre autres. Toutes les fosses multifonctionnelles nous ont coûté bien moins cher. Donc finalement, on peut rediriger des financements aussi là-dessus. Et la préfiguration des autres chaussées, quand on doit en faire de manière obligatoire, et j'espère qu'on va en faire de plus en plus, ça a un coût non négligeable aussi à l'installation, mais peut-être encore plus à l'entretien. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la différence de coût entre une pleine terre et un terre-pierre traditionnel. On sait bien planter un arbre en pleine terre, tout se passe bien, on creuse, on fournit l'arbre, on le plante, on l'entretient un peu. Voilà, grosso modo, 2500 francs, on a planté un arbre. Quand on commence à faire du terre-pierre, il y a du boulot de génie civil. Il faut faire un technosol avec des cailloux et de la terre. Ça coûte grosso modo 3 fois le prix, hors travaux de déplacement de réseau. Donc voilà, pleine terre, technosol, il y a un facteur 3 pour dire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est la fosse impluvium versus le terre-pierre. Bon, il y a un surcoût, c'est sûr, aujourd'hui encore, ne serait-ce que par les organes de régulation des eaux. Mais par contre, on n'est pas sur un facteur 3. Mais il y a tous les co-bénéficiaires. Donc, pour faire de la ville éponge, finalement, le surcoût, quand on le met dans la balance avec tous les co-bénéfices et les potentielles sources de cofinancement, c'est là que Mme Litzisdorf le disait en introduction, il y a peut-être pour les collectivités une approche pour dire que c'est dans la balance de l'équilibre global des projets, une opération financière qui n'est pas inintéressante.
Et puis on a tous, à des échelles diverses et variées, fait des plans climat dans les villes, dans les cantons, dans les régions en France. Et puis on veut tous être neutres de nos émissions CO2 directes. Il faudra bien faire un petit peu d'émissions négatives, puisqu'il y a certaines qu'on n'arrivera pas à complètement supprimer. Pascal l'a évoqué, le stockage carbone, c'est vraiment du long terme. On est à l'échelon du millénaire et pas de la décennie. 1 mètre cube de TP70, c'est à minima 1 tonne d'équivalent CO2 stocké. Dans l'exemple de l'écoquartier des Plaines du Loup, c'est 540 tonnes d'équivalent CO2 qui sont stockées. Alors, c'est pas grand-chose, mais les petites gouttes d'eau à la fin, je vous passe l'adage des grandes rivières. Quelques principes de mise en œuvre. Voilà, l'idée, c'est de le faire comme à Stockholm, mais Stockholm, ils ont la chance d'avoir des sous-sols qui ressemblent peut-être à ceux de la plaine du Rhône, qui infiltrent énormément et directement. En discutant avec Björn, Embrun m'a même dit qu'une fois, ils avaient mis de la bentonite au fond d'une fosse pour retenir un peu l'eau. Quand on travaille dans cette région, ça fait sourire. On a au moins pas ces problèmes. Ici, nous, on a décidé de travailler avec un débit contrôlé. Finalement, c'est une façon d'évacuer l'eau par débit contrôlé. Quand on la garde un moment sur place, il y a quand même un peu d'infiltration latérale, verticale. Et puis, ça permet de répondre à la législation qui nous dit qu'on doit évacuer l'eau par 20 litres et par seconde et par hectare. Voilà, ça c'est notre législation à Lausanne. Il y en a d'autres ailleurs, mais c'est un peu toujours le même principe. Et puis la matière organique, on en a parlé, c'est le TP70. Qui est un peu différent du biochar ou du biochar compost. Ils ont même fait des essais avec de l'engrais chimique à Stockholm dans le biochar, ce qui n'est pas top dans un organe de régulation. Donc voilà, ça ce que vous avez à l'écran, c'est la coupe type de la première fosse qu'on a mis, la fosse test à Montois. Tout simple, avec le fameux technosol biochar caillou, TP70 caillou pour nous, la fameuse couche de diffusion qui permet à l'eau de bien se diffuser, de bien descendre, mais qui permet surtout au gaz de s'échapper, puisque le côté génial de ces fosses, c'est qu'un fluide chasse un gaz, ça c'est une règle immuable de la physique. Aussi comme la roue elle tourne, un fluide chasse un gaz. Donc quand vous remplissez, cette fosse, le pointeur ne marche plus. Quand vous remplissez cette fosse de liquide, tous les gaz asphyxiants issus de la vie du sol, de la vie des racines, ils sont chassés. Et quand l'eau s'évacue, il n'y a pas de vide d'air dans la nature, donc de l'air atmosphérique redescend jusqu'en fond de fosse, amenant de l'oxygène notamment jusqu'au fond, et ce qui permet aux arbres de ne pas être asphyxiés, ce qui est quand même le but. Alors en termes de mise en œuvre, quand on sait, après c'est tout simple, quand on essaye, au début on se plante. La première idée, c'était de faire ça comme un terre-pierre. On prend les cailloux, on prend le TP70, on brasse, on met ensemble. Alors, on a réfléchi un peu mieux après. Vous avez tous déjà vu un moulin à blé pour faire de la farine. C'est des cailloux qui passent comme ça, et puis le grain de blé, ça devient de la farine. Alors c'est pareil avec le TP70 quand vous faites ça. Donc vous passez des 3-4 000 mm/h, je sais plus, on était à 15, je crois, parce qu'on a tout broyé, fait de la micro-poussière, puis ça ne marchait plus du tout. Donc voilà, on a cherché autre chose. On s'est dit Stockholm, ils font avec un jet à haute pression, une espèce de Karcher. On a testé, c'est relativement salissant. Donc nous, on a fait ça, on va le voir, par saupoudrage. Les proportions, ça c'est peut-être comme toute recette de cuisine, c'est pas mal de respecter les proportions. Alors, c'est pas de la chirurgie, mais grosso modo, 1 mètre cube de cailloux, 250 litres de TP70, et ça marche bien. Après, c'est un outil de précision, la pelle mécanique de 20 tonnes, ça marche bien pour répartir la bonne quantité sur les cailloux préalablement mis en place. Puis un autre outil de précision qui marche bien, la grosse souffleuse. Et là, l'air, c'est pratique. Ça n'abîme pas la matière, ça fait descendre le TP70 entre les cailloux, ça remplit au maximum les vides. Et quand vous avez la bonne proportion, au début, on a encore bien du TP70 en surface, c'est l'image de gauche. Et l'image de droite, quand on a terminé, on voit que tout est rentré dans les interstices. Et là, on peut compacter. Alors, à l'usage, on compacte sous les premières couches, les 2 premières couches, on les compacte simplement sans vibration, la dernière sans vibration, puis après vibration. Et on arrive assez facilement à avoir des valeurs ME1 de l'ordre de 45 à 50 sur la couche de technosol avant de mettre la couche de diffusion et la grave GNT, ce qui, pour des trottoirs, des places de parc, est suffisant. Pour la petite histoire, à Stockholm, ils ont une route où il y a 72 000 véhicules jour, il y a une fosse dessous. Voilà, l'image avec la couche de diffusion par-dessus, c'est du ballast CFF, en gros.
Et puis la plantation qui se fait, l'image de droite, directement dedans, donc pas de terre végétale, juste un trou, diamètre de la motte plus un petit peu, et puis on referme avec les cailloux et ce charbon végétal. La première fois que vous demandez ça à une entreprise, voilà, il faut mettre son ego de côté, puis pas avoir peur du regard d'autrui, parce que vous passez vraiment pour un allumé. Après, vous dites que c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, ils font parce que c'est une entreprise, puis qu'ils font ce qu'on leur dit de faire. Mais le chêne qu'on a planté ça, la pousse moyenne de la première année, c'est 16 cm. Personnellement, j'avais jamais eu ça. Le dimensionnement du système. Porosité. Ce qu'il faut comprendre pour le dimensionnement du système, il y a deux choses. Il y a la gestion de l'eau et il y a le besoin de l'arbre. À Lausanne, la gestion de l'eau, c'est 34 litres par mètre carré. Voilà, c'est ce qui correspond, selon notre réglementation, à la pluie temps de retour d'10 ans qu'on doit être capable de gérer. Donc, voilà, ça c'est notre paradigme. Il s'agissait de voir si quand on gère ça, ça fonctionne aussi pour l'arbre. Donc, comment on gère ça ? 34 litres par mètre carré, ça doit être du drainage rapide, puisque ça doit se vidanger à 20 litres seconde hectare. Donc, c'est 4h42, je vous passe les secondes. Alors, si vous êtes féru de statistiques, la pluie temps de retour 10 ans, 4h42 après la pluie temps de retour 10 ans, faites le calcul, c'est rigolo. C'est assez rare, le résultat. Mais voilà, c'est la loi, donc on s'y est tenu. Dans la couche de diffusion, voilà, c'est du 32-50. Vous avez une proportion de vide, une fois compacté, qui est de l'ordre de 350 litres par mètre cube. Quelle que soit la granulométrie qu'on prend, que ce soit du roulé, que ce soit du concassé, on est toujours dans ces eaux-là. Avec Pascal, on a fait 2-3 tests en laboratoire. Ça varie assez peu. 350 litres par mètre cube, c'est du vide entre les cailloux, donc ça peut se remplir d'eau, et ça, c'est du volume pour stocker. Puis dans le technosol en dessous, même chose. Vous avez des gros cailloux, on travaille avec du 80 de 120, 80 de 150 idéalement. Vous avez la même proportion de vide, c'est 350 litres de vide. On a dit qu'on mettait 250 litres par mètre cube de TP70. Il reste donc 100 litres de vide. C'est voilà, le haut des... on n'arrive pas à souffler la matière pour qu'elle remonte entre tous les cailloux. Donc voilà, il y a toujours des petits bouts de vide, et c'est très bien. Les racines prennent de la place aussi plus tard, donc c'est bien qu'il y ait un peu de vide. Donc ces 100 litres, ils sont à disposition pour l'eau. Et il y a les 250 litres par mètre cube de TP70. Là, le TP70, vous l'avez vu sur l'image, c'est un concentré de porosité, si je peux dire. C'est 72% de la matière, c'est du vide. C'est vraiment plein de vide. Et dans ces 72%, grosso modo un tiers, 18% de la matière, c'est du drainage rapide. Donc celle-là aussi, l'eau va s'écouler librement. Ce qui est intéressant avec ce matériau, c'est qu'il fonctionne comme une éponge. Une éponge, quand vous l'avez chez vous, qu'elle est sèche, il y a de l'eau qui tombe dessus, elle va s'humidifier, donc tous les premiers litres, ils restent, et c'est seulement après que l'excédent va couler. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a 46% du TP70, c'est de la réserve utile directement pour la plante, et encore 8% de réserve non utile, mais qui sert à la vie du sol. On peut penser aux champignons, aux bactéries. Donc si on prend la petite ligne de calcul qui est en dessous, dans les épaisseurs de 60 cm qu'on utilise de technosol sous la couche de diffusion, on arrive à avoir 192 litres par mètre carré de fosse de drainage rapide et un peu moins juste pas 70 litres par mètre carré de fosse de réserve utile. Ce qui fait que si on prend la directive de 34 litres mètre carré, on peut gérer un bassin versant de 5,64 mètres carrés pour 1 mètre carré de fosse. Mais si on se projette à un orage du mois de juin, que les arbres sont en végétation, qu'ils évapotranspirent et donc que la réserve utile se vide petit à petit, eh bien, il y a encore toute cette réserve utile qui n'est pas du drainage rapide, mais qui réellement capte les premières eaux. Et on voit que pour les orages estivaux, on est plutôt en train de gérer 6, 7, jusqu'à près de 8 mètres carrés de bassin versant par mètre carré de fosse. Donc le gros point d'attention qui découle de ça, c'est qu'il ne faut pas faire ce type de fosse si vous n'avez pas un bassin versant suffisant. Ça va bien marcher au niveau hydrologique, mais ce n'est pas sûr que l'arbre ait assez d'eau. Donc voilà, c'est vraiment un point d'attention. Si on a des bassins versants qui sont dans des proportions plus faibles que celles-ci, il faut un petit peu réfléchir à adapter le système, voire à travailler autrement avec des terres-pierres traditionnelles en valorisant certaines terres faiblement polluées du site, etc., etc. Par contre, le gros avantage, c'est qu'on sait que les arbres rafraîchissent autant par leur ombrage que par leur évapotranspiration. Donc si on doit, c'est les tests qui ont été faits à Lyon, l'avenue Garibaldi, si on doit arroser massivement des arbres
préventivement à une canicule annoncée pour bénéficier de ce rafraîchissement pour des questions de santé publique. Je ne sais pas vous, mais moi, arroser des arbres traditionnels qu'on a en ville pour leur mettre 3000 litres dans un pied d'arbre comme ça, je ne sais pas faire. Je pense que c'est impossible, ou ça prend beaucoup de temps. Et quand vous devez faire les 8000 arbres de la ville en 3 jours avant une canicule, l'impossible nul n'est tenu. Mais ici, vous pouvez envoyer les pompiers, balancer un tonne-pompe de 30 mètres cubes. Ils ouvrent la vanne, ils roulent sur la chaussée. Ça arrose les fosses. Vous avez mis 30 mètres cubes en 5 minutes. Et ça, c'est un co-bénéfice aussi dans la gestion de ce type de système. Pascal, je te repasse la parole. Oui. Merci. Ça, je crois que ça ne marche plus. Alors, sur l'épuration des eaux de chaussée, on vous en avait déjà parlé un peu, puisqu'en fait, ça a été travaillé, ce produit notamment pour ça, mais sur du TP70 pur. Alors, on sait qu'on a donc les contraintes légales à satisfaire, et puis on sait qu'on a toutes sortes de solutions, mais je passe rapidement, c'est un sujet qu'on avait souvent abordé, ou que la VSA a souvent abordé, avec les limitations des systèmes qu'il peut y avoir dans différentes situations. Je ne reviens pas là-dessus. Tout à l'heure, Emmanuel vous a présenté les propriétés d'un point de vue porosité. C'est des choses qu'on a mesurées sur le TP70 pur. Dans des maquettes à l'échelle 1.1, comme on voit, il ne veut plus. Comme on voit ici, celle qui est en haut, on a pu le mesurer aussi sur le mélange terre-pierre, puisqu'on n'est plus sur le TP70 pur, on a un mélange, et puis on a vu qu'à Lausanne, ils ont choisi de mettre 250 litres pour 1 mètre cube de pierre. Voilà. Et puis l'autre question derrière, puisqu'on fait un mélange terre-pierre, c'est est-ce que les propriétés d'épuration vis-à-vis des polluants routiers, particules majoritairement, mais aussi en solution, restent très bonnes lorsqu'on l'a mélangé avec les pierres. En particulier, on peut se poser la question d'infiltration préférentielle, etc. Alors l'aspect porosité, réserve en eau, j'ai dit que ça avait été testé sur maquette et sur le produit pur. Ça a aussi été testé sur une fosse expérimentale dont on a vu le plan tout à l'heure, rue de Montois à Lausanne. Donc on a pu aussi valider les mêmes chiffres dans une observation naturelle en situation de grandeur réelle, d'un point de vue de la gestion de l'eau, donc la sécurité hydrologique. On n'a pas encore pu le faire du point de vue des polluants routiers, notamment parce que cette fosse ne s'y prête pas bien pour différentes raisons. Il y a des pertes d'eau au niveau de cette fosse. Et puis parce que ce projet est à monter. Mais on a déjà pu intervenir au niveau du laboratoire grâce à une maquette à l'échelle 1.1 qu'on voit ici, et puis un système, donc on a pu tester différents ratios, différents rapports de mélange entre TP70 et pierre, et puis injecter bien entendu des polluants routiers à des concentrations assez élevées, correspondant déjà à des routes nationales bien chargées, et à regarder en sortie qu'est-ce qu'on obtient comme qualité. Alors ce sont pour l'instant des travaux d'étudiants, on reparlera de ce qu'il nous reste à faire. Donc les travaux d'étudiants, c'est jamais évidemment des choses terminées, mais enfin les résultats sont très bons puisqu'on n'a effectivement pas de polluants en sortie. On a au niveau des métaux totaux, disons les métaux lourds, puisqu'on a pris les métaux lourds comme signal, métaux lourds totaux, on est au niveau de l'eau, voire en dessous. Voilà. Donc ça fonctionne plutôt bien probablement, même si c'est un domaine. On a essayé aussi de déterminer l'infiltration préférentielle, puisqu'on a une partie de la porosité entre les pierres qui n'est pas comblée par du TP70. Mais déjà à l'échelle d'un mètre cube, on n'a pas de signe d'infiltration préférentielle en testant différents mélanges, dont le rapport qui a été effectué à Lausanne. Voilà. Donc ça reste quelque chose qui est en perspective. Donc les perspectives, elles sont variées. Je pense que tu vas... Alors oui, il y a pour nous, au niveau recherche, il y a le comportement dans les pentes. Rue de Montois, on avait 4%. Il y a des rues à Lausanne qui dépassent les 15%, largement. Donc au niveau hydraulique, on n'est plus dans les mêmes situations. Et on va vouloir que non seulement que ça fonctionne en termes de drainage et épuration, mais que ça fonctionne en termes de stockage. Donc là, il y a différentes études qu'on a commencé à faire. Et puis, il faut aller plus loin pour savoir comment on gère cette arrivée d'eau. À partir de quelle pente, par exemple, on commence à ne plus utiliser toute la porosité puisque l'eau va trop vite en bas. Ce sont des possibilités qui ne sont pas faciles à tester. Là, on est en train de voir si on peut travailler sur des canaux à l'échelle 1.1, mais avec des grandes longueurs dans nos halles d'hydraulique pour réaliser des pentes et les faire varier, par exemple. Ça, c'est un point assez important.
Évidemment, on va toujours regarder l'aspect eau en quantité et puis l'aspect qualité de l'eau. Voilà. Donc, après, au-delà de ça, vous introduisez aussi beaucoup de questions, notamment est-ce qu'on doit, ce TP70 a un coût, est-ce qu'on va toujours l'utiliser ou est-ce que parfois, dans des espaces où l'arbre va moins coloniser, est-ce qu'on peut commencer à faire des mélanges avec des sables, etc. Très certainement, je dirais que là, il y a beaucoup de solutions à inventer et c'est vraiment une adaptation au site qui va être... voilà. Et puis, donc les réflexions verront aussi sur des trop-pleins intermédiaires, etc. Mais je passe là-dessus, je pense qu'il y aura peut-être des questions, et puis c'est vrai que c'est toute cette question de la gestion des pentes et des flux d'eau. Il y a... Évidemment, on a besoin de produire les informations qui permettraient que ce soit reconnu comme CETEC. Donc, ça lié à ce que je viens de vous dire, il va falloir le mesurer et notamment un monitoring in situ. Donc, c'est une réflexion qui est en préparation de façon à fournir ces informations, notamment à la VSA, mais disons à toute la communauté qui gère les eaux et l'environnement. Les informations sur à la fois la gestion de l'eau en termes de risque, mais en l'occurrence là, en insistant sur les aspects polluants. Donc il y a forcément des processus de suivi à trouver, il y a des installations à faire, je viens d'en parler. On est en train de réfléchir à des fosses expérimentales sur Lausanne et cette possibilité d'avoir des fosses en canal hydraulique dans notre halle hydraulique. Voilà. Et il peut y avoir d'autres acteurs qui s'impliquent, puisque tout ça a un coût. On sait qu'il y a beaucoup d'intérêt pour ces systèmes-là, et donc on est à la recherche d'un montage pour faire ça le mieux possible, notamment avec nos collègues d'Ecotox et de l'EPFL, pour s'intéresser aux polluants prioritaires côté pneumatique, dont ils vont parler tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a également un point qui est important à comprendre. Ce TP70, il y a un processus de fabrication. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que j'entends souvent, de mélanger les composts et les biochars. Ce n'est pas du tout ça. Il y a un processus de fabrication qui obtient des propriétés physiques. Et ce sont ces propriétés physiques qui sont essentielles. On doit à la fois avoir une très forte porosité, mais qui ne laisse pas passer les polluants. Donc c'est rapide, mais ça est pur. Ça, ce n'est pas trivial, ce n'est pas banal. Et c'est le processus de fabrication qui permet de l'obtenir. On peut très facilement définir un produit du point de vue de sa composition chimique. Pour ceux qui en ont l'expérience, du point de vue des propriétés physiques, c'est plus délicat. Mais ça s'est imposé parce que très vite, notamment la ville de Lausanne, devant ses projets, s'est vu proposer des produits par des sociétés qui éventuellement ne savaient même pas ce que c'était, mais qui mettaient déjà un prix. Et nous aussi, dans nos recherches avant, on a eu affaire à des prestataires qui auraient suivi les protocoles, mais nous ont fourni des produits qui n'étaient pas conformes au niveau physique. Ça arrive. Tout ce qu'on a pu produire par nous-mêmes ou en le suivant offrait les bonnes propriétés. Par contre, on a vu arriver des produits qui n'étaient pas du tout ce qu'on attendait. Donc ça, c'est un point important. Donc, une norme physique existe. Elle pourra évoluer, elle pourra s'améliorer. Mais ce contrôle des propriétés physiques du TP70, une fois qu'il est réalisé, c'est une étape essentielle. Donc, on est en train de réfléchir à structurer ça parce que l'autre enjeu, c'est évidemment de produire des quantités. On développe ça depuis 2010. Mais on a travaillé sur des petits volumes qu'on préparait nous-mêmes ou en partenariat avec Ithaca. Là, on passe à des ordres de grandeur beaucoup plus élevés, on est en milliers de mètres cubes, et puis l'horticulture s'y intéresse de très près maintenant, là aussi on peut arriver à des très gros volumes. Donc il faut générer une filière industrielle dans laquelle la qualité est certifiée. Donc c'est tout un travail sur lequel on est occupé aussi maintenant. Voilà. Alors, il peut y avoir toutes sortes de considérations, notamment quelles sont les biomasses utilisées, mais évidemment, nous, on privilégie le travail en bouclage de cycle. C'est-à-dire que pour les villes, c'est utiliser les ressources de biomasse urbaine. Une partie va partir en compostage pour différents usages de type compost. Une partie peut partir en pyrolyse et cette fois-ci produire des biochars. Voilà. Donc, il peut y avoir d'autres synergies, je ne détaille pas, notamment il y a l'utilisation de biochars qui a été démontré comme tout à fait faisable, d'ailleurs avec la station de Vidi ici, pour l'épuration. Voilà. Et donc on a besoin d'industrialiser pour baisser les coûts. Les coûts ont déjà quasiment été divisés par 2 dès qu'on a commencé à avoir des applications à Lausanne. Mais enfin, on attend encore une forte réduction des coûts, c'est-à-dire l'installation de pyrolyseurs, l'optimisation de ces pyrolyseurs, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui est en train de bouger, mais qui va, on l'espère, accompagner le développement. Sinon,
ça va bloquer. C'est assez délicat et on est déjà au-delà de la recherche. Voilà, donc peut-être toi je te repasse la suite pour du point de vue urbain des perspectives. Peut-être un mini complément là-dessus pour dire qu'effectivement on a pris aussi cette problématique à bras-le-corps, qu'il y a un projet de recherche qui est en cours à Lausanne et sur lequel on pourra communiquer. L'idée c'est de plus être sur le bois énergie comme source, comme intrant pour faire des biochars, parce qu'on comprend bien que la concurrence est féroce et donc le coût a tendance à s'élever. Mais l'idée, c'est de pouvoir valoriser ce qui n'est pas utilisé aujourd'hui, en tout cas chez nous, ou peu utilisé, c'est les branches de taille. Aujourd'hui, on les broie et puis on fait une espèce de paillage avec, mais tout ça, ça se composte, ça fait du méthane. Et puis surtout, c'est d'utiliser une partie des feuilles urbaines qui sont quand même assez polluées en déchets plastiques, qui, semble-t-il, la pyrolyse arrive à traiter quand elle est bien faite. Et puis ça nous éviterait de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de payer pour les brûler, parce qu'en termes énergétiques revient à sécher son éponge au four à air chaud, ce qui normalement ne vous viendrait pas à l'idée. Donc voilà, ça c'est des choses qui avancent, et puis d'ici la fin de l'année, on devrait avoir des réponses. Donc les perspectives, on travaille aussi sur des questions de cofinancement par les autres bénéficiaires. Donc on réfléchit, nos collègues du service de l'eau sont là, mais ce n'est pas les seuls, avec nos collègues qui s'occupent des chaussées également. On en a déjà un peu parlé, mais c'est le nerf de la guerre. Après tout, si on veut faire de la ville éponge, il ne faut pas trouver de nouvelles ressources. Je pense qu'il faut réallouer des ressources. C'est le fameux changement de paradigme évoqué en introduction de cette journée. Et puis toute la question des pré-infiltrations des eaux de chaussée. Moi, j'attends avec impatience qu'on puisse homologuer ce système parce que je crains une chose par-dessus tout, c'est d'avoir un système où on sait que ça fonctionne, mais où juridiquement on nous dira qu'on n'a pas le droit d'utiliser, qu'il faut mettre des filtres ou des sedipipes, et ça, ce serait quand même un peu un échec. Voilà, en termes de perspective, on va aller visiter cet après-midi la phase 1 de l'écoquartier des Plaines du Loup avec nombre d'entre vous. On arrive gentiment en fin de chantier. On a un autre projet, c'est l'avenue des Chalands, les images qui sont là en bas, où c'est la première rue, alors c'est une des rares rues à plat à Lausanne, certes, mais c'est la première rue où on fait de la ville éponge de façade à façade. Donc l'entier de la chaussée, trottoir, piste cyclable, dans une berme plantée. Donc ça c'est bien. La route d'Oron, 600 mètres, ça démarre cet été. Et puis il y a un certain nombre de projets en cours, des horizons, alors il y a des dates qui vont forcément fluctuer, mais voilà, des projets qui sont à l'étude, certains mandataires sont dans la salle, preuve de l'intérêt d'introduire ces notions de ville éponge dans ces projets. Et voilà, moi ce que je retiens de cette slide, c'est les 3 petits points qui sont en dessous, parce que en réfléchissant au concept de ville éponge avec nos collègues du service de l'eau, on s'est vraiment posé la question longtemps de se dire finalement c'est quoi l'indicateur, qu'est-ce qu'on se donne comme objectif. Finalement, c'est un objectif commun, c'est facile de prendre tout le monde avec. Et puis, on se rend compte que sur les projets, même dans une ville en pente, tendre à gérer 100% de l'eau, alors je ne parle pas de l'eau exceptionnelle, mais de l'eau, ce qu'on appelle l'eau ressource, la pluie jusqu'à un temps de retour d'Ison, dans tous les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, ça n'a encore jamais été impossible. Donc voilà, je terminerai sur ce mot-là qui pour moi est très positif parce que ça n'a jamais été impossible. Merci beaucoup Emmanuel et Pascal, et puis surtout aussi d'avoir gagné du temps sur notre planning. Je commence avec une question qui a été posée dans la chat, et puis je vais faire passer les micros pour ceux d'après. Une question qui a été posée du point de vue plus technique était quelle est la durée de vie? Est-ce que vous savez déjà quelle est la durée de vie de ce type d'installation? Et qu'est-ce qu'il faudra faire si un jour le substrat il va être trop colmaté? C'est une traduction de l'allemand. Oui, non, j'ai mon micro. Merci. Alors oui, c'est une question qui nous est souvent posée dans les autres applications aussi. C'est un substrat qui se colmate très lentement. Et puis peut-être vous avez vu la géométrie donc de ces fosses. L'eau rentre par la couche d'aération et donc s'infiltre. En fait, on a pu le mesurer très très vite dans les premiers centimètres, même pas le premier mètre d'eau, étant donné les très fortes perméabilités. Ce qui veut dire que si à colmatage, il va se faire progressivement au début de l'injection d'eau, au début à la surface, et donc ça permet en fait de travailler très longtemps avant de constater un colmatage qu'on a eu beaucoup de mal à générer au laboratoire. On a travaillé sur des petites colonnes avec des grosses quantités de polluants routiers, et ça vient très lentement ce colmatage. Donc je dirais que d'un point de vue hydraulique, je pense qu'il y a énormément de temps. Combien? Un certain temps, parce que ça, on le saura par retour d'expérience, c'est le côté important. Mais je pense que
on est très très loin au-delà en fait de l'existence de ces structures d'un point de vue urbain. On sait à quelle fréquence les choses sont reprises, hein. On s'énerve tous quand on prend une rue et puis qu'elle est en travaux encore. Voilà. On sait, et c'est le problème de l'arbre aussi, on sait que les infrastructures sont rénovées. À mon avis, le facteur limitant est là et pas forcément dans la capacité du système à fonctionner en épurant les polluants routiers vu les charges admises. On peut se risquer à faire des calculs, mais je pense que c'est vraiment l'observation in situ qui nous aidera davantage. Ça paraît clair. L'autre aspect, c'est, d'accord, si un jour je dois sortir ce produit, est-ce qu'il faut le dépolluer? Alors oui, l'intérêt c'est qu'il est purement organique, donc il peut passer en combustion. Ça va être des systèmes plus simples que si vous avez des sols qui vont aller en décharge, donc c'est plus économique. Cela dit, de nouveau, si on fait les calculs entre les volumes qu'on met pour les raisons de fonctionnement hydraulique et de fonctionnement de l'arbre, hein, vous avez vu, 36 mètres carrés par arbre, etc. Si on fait le rapport entre ces volumes et la quantité de polluants qui vont arriver sur les charges moyennes connues, sur des routes nationales, etc., on peut attendre très longtemps, de nouveau, avant qu'on ait des niveaux de pollution qui soient problématiques. Mais un des intérêts, et c'est pour ça qu'on avait développé ce produit au départ pour d'autres applications, c'est que c'est purement organique, donc c'est brûlable. Et notamment, je pense cette fois-ci plus aux pesticides, hein, donc on va pas passer en traitement par combustion. Voilà, et désolé de ne pas pouvoir vous donner de chiffres, puisque ça dépend de tellement de paramètres et qu'il faudra bien le voir in situ. Après, en complément à ce que tu dis, dans les projets, évidemment, c'est une question qu'on s'est posée, peut-être une des premières. On essaye toujours de mettre l'injecteur pas directement à côté de l'arbre. Parce que si on a l'injecteur qui est à 5 mètres d'un arbre, comme l'a dit Pascal, finalement, la plupart du temps, tout rentre dans le premier mètre carré, enfin, de la partie sommitale, ça descend dans le premier mètre de ce technosol. Et donc, voilà, c'est ce premier mètre-là qu'il faudra changer en premier. Et on est en train de se dire que c'est probablement dans plusieurs décennies. Et donc, s'il faut venir par pompage aspirer 1 ou 2 mètres carrés, pas directement à côté de l'arbre dans 30 ans, techniquement, on sait faire et ce ne sera pas encore létal pour l'arborisation si on a la chance de pouvoir juste faire ça et pas refaire toute la rue avec un impact sur le patrimoine en place. Donc, l'un dans l'autre, on est plutôt assez serein. Donc on voit que vous avez déjà réfléchi aussi vraiment à tout le cycle de vie de ces infrastructures. On a largement de temps, environ 10 minutes pour des questions. Il y a Martin et Mara qui ont des microphones, donc soit vous posez vos questions sur Slido, soit vous pouvez aussi lever la main et puis le microphone, il peut passer. Michel. C'est plus... et ça doit être rouge, tu dois appuyer le bouton, puis voilà. c'est rouge, voilà. Bonjour, j'aurais 2 questions. Merci pour cette magnifique présentation, très très intéressante. Est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont été faites avec le sel par rapport à la ressortie, enfin l'interaction du sel avec les métaux lourds? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a aussi eu des travaux sur la profondeur? Donc pour l'instant, vous avez une couche de 60 cm. Je peux m'imaginer que dans des zones urbaines très très denses, qu'éventuellement, pour avoir suffisamment de volume pour les racines de l'arbre, éventuellement, il faudrait aller plus profondément. Ça serait ces 2 questions. Je commence. Alors, oui, merci. Alors, bonne question sur les sels. Oui, c'est quelque chose qu'on a en tête et qu'il faudra expérimenter. Voilà, donc c'est pourquoi maintenant on aimerait générer une étape supplémentaire de recherche. On peut avoir éventuellement une dispersion des microparticules liées aux effets du sodium, qui est quelque chose à vérifier effectivement. Terra incognita pour l'instant, terre inconnue, mais à étudier effectivement. L'autre aspect, c'était la profondeur. Je pense qu'Emmanuel complétera, mais notre expérience sur nos suivis d'arbres, notamment sur Genève, où on en suit énormément, c'est que, il y a 2 facteurs. Un premier, c'est que les racines ont tendance quand même à se développer relativement horizontalement. Donc, ce n'est pas forcément un plus pour l'arbre d'offrir une très grande profondeur, sachant qu'il y a tout de même le fond de fosse, que ce fond de fosse, dans la plupart des cas, pourra ne pas être étanche, et qu'on voit aussi dans la réussite des plantations urbaines, lorsque les arbres sortent des fosses, en profondeur comme latéralement, c'est le moment où on peut cesser de s'inquiéter pour lui et de l'accompagner, parce qu'au niveau hydrique en tout cas, parce que l'implantation est totalement réussie. Voilà.
Donc oui, on peut faire plus profond d'un point de vue des objectifs hydrauliques, sachant qu'il faudra quand même qu'il y ait une sortie à l'autre côté. Donc voilà, c'est du design hydraulique, bien sûr. Pour l'arbre, je pense que 60 cm, c'est déjà pas mal. Oui, mais je vais compléter, j'abonde. L'arbre, je l'ai dit brièvement dans ma présentation, mais si on suit les cours de Claire Adjé, qui est la spécialiste des racines, ou qu'on regarde dans la littérature, 90% des racines d'un arbre arraché dans une forêt primaire, c'est dans les 40 à 50 premiers centimètres de sol pour des questions d'oxygénation. Et morphologiquement, à quelques rares exceptions, les racines des arbres, elles restent dans cette partie-là. On a quelques pivots secondaires qui peuvent descendre, mais quand ils descendent, c'est parce qu'ils trouvent une faille qui est propice parce qu'il y a de l'oxygène dans une faille, et donc ça peut descendre. Donc, l'important, c'est toujours d'avoir des fonds de fosse qui sont largement décompactés, et ça permet, si les conditions se prêtent, même dans des affleurements molassiques, vous avez une faille, bon, ben, c'est très bien, et là, ça peut aller. Mais je dirais, aller plus profond de manière générale, c'est la fausse bonne idée, il ne faut pas le faire. Peut-être que dans un technosol comme ça, on est très aéré, donc on aura des racines qui iront quand même un peu plus profond, mais c'est comme faire pousser une plante à l'envers. C'est pas impossible, mais c'est quand même pas, c'est contre-intuitif et c'est contre nature. Donc je le ferai plutôt pas. Il y a une raison très pragmatique aussi de pas le faire, c'est qu'en ville, la plupart des réseaux, ils sont en dessous du 1er mètre de terre, de sol. À l'exception des réseaux électriques et Swisscom, qui sont souvent un petit peu plus hauts, mais l'eau, le gaz, l'assainissement, voilà, tout ça, ça se passe plutôt plus bas. Et en tout cas chez nous. Et ça, c'est très bien, parce que si on veut arboriser nos villes et avoir de la continuité de nos sols arables, bah, il faut qu'on passe par-dessus les conduites. On ne peut pas avoir du Wi-Fi et des arbres en voulant être chacun chez soi. On aura la difficulté à passer les tubes et on aura des arbres qui ne pousseront pas. Et ça, c'est pas bien. Donc on doit apprendre à cohabiter, on doit trouver les méthodologies d'intervention plus tard pour pouvoir intervenir sur les conduites parce que c'est nécessaire, mais sans trop abîmer les arbres, ou en tout cas de manière raisonnable, adapter nos méthodologies de creuse par l'aspiration et le pompage. On commence à le faire, Genève le pratique aussi couramment, et ça se passe plutôt bien. Voilà, c'est des changements. Je pense qu'on parlait de courage, de résistance au changement dans le mot d'introduction ce matin, c'est la principale difficulté. Mais voilà, continuité en surface, les réseaux dessous, et ça se passera plutôt bien. Merci pour ta réponse, Emmanuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Une question là. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de l'économie des sols et du fait qu'il fallait éviter de prendre des sols pour faire ça en agriculture. Je vous rejoins tout à fait. Or, il se trouve, moi je suis municipal dans un petit village où on vient de creuser une rivière et on a une abondance maintenant d'horizon B et d'horizon A. Et on a une place bétonnée qui est juste à côté où on veut planter des arbres avec ce système-là. Alors, sachant que j'ai ce matériau à disposition, est-ce que j'ai meilleur temps de continuer de faire ce que vous avez proposé avec des technosols ou comme ça, ou est-ce que, puisque j'ai ce sol à disposition, est-ce que je peux me contenter, si j'ose dire, de faire une fosse traditionnelle avec le matériau que j'ai à disposition? Un bon vaudois vous dirait ça dépend. Je vais dire ça dépend. Mais évidemment que si vous avez du matériau à disposition, bah, le plus écologique, le plus économique et le bon sens fait qu'il faut l'utiliser. Maintenant, si le projet que vous avez à côté doit faire de la gestion des eaux d'un bassin versant beaucoup plus large, probablement que ça va être compliqué avec un matériau terreux dont les propriétés de porosité et d'infiltration ne sont pas forcément suffisantes. Ça dépend du projet. Mais si vous avez la place suffisante, mais utilisez votre terre. Et puis si vraiment elle est belle, que vous ne savez pas quoi en faire, appelez-moi. Et j'ajouterais, visite cet après-midi du quartier des Plaines du Loup et vous allez assister à ces arbitrages. C'est-à-dire qu'ils ont fait un arbitrage permanent entre utiliser les matériaux locaux ou de temps en temps introduire cette technologie. Cette technologie, on l'a développée d'abord pour l'espace urbain, puisqu'il y a longtemps qu'on travaille avec la VSA, notamment donc sur les cours d'infiltration. Et évidemment, à chaque fois, on nous dit oui, mais en ville, on ne peut pas, il n'y a pas de sol.
Eh bien si, on peut, voilà. Donc ça, c'est plutôt ça l'idée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas localement des applications, ce que vient de dire Emmanuel, si tout à coup vous gérez autre chose que l'eau sur place, et ou si l'implémentation, malheureusement, des terres végétales locales se fait au détriment de ces terres qui sont compactées, ce qui est malheureusement extrêmement fréquent, bah, ça peut être un appoint. Il y a une question là derrière, puis je crois qu'il y a une question aussi ici. D'abord ici, je crois. Oui, merci beaucoup. Bastien Guay, Office cantonal de l'environnement à Genève. Nous, dans les discussions qu'on a entre les services, on a rajouté la couche eau souterraine, origine des cailloux et destination des matériaux excavés. Comment est-ce que vous abordez ça à Lausanne ? Il y a François qui est là dans la salle, on pourra en parler à trois tout à l'heure. Non, évidemment, c'est une question. Là, on est dans les projets dans le haut de la ville, on n'a pas de problématique de nappe à proximité, de choses comme ça, donc c'est plus simple. Et puis, on n'a pas des eaux fortement polluées qui vont dans ces premiers projets pilotes, puisqu'on ne l'aurait pas fait avec des charges très polluées sans avoir fini les études. On ne joue pas aux apprentis sorciers avec ça. Donc, voilà, on se pose la question, puis on n'est pas encore directement confronté à des cas où on devrait se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on ne le fait pas, avec des charges de polluants très importantes, avec une nappe, comme on pourrait. On a un projet en planification au bord du lac avec une nappe affleurante à 1,50 m sous le fond des fosses, et on est en train de discuter avec vos homologues vaudois pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en fonction des différents polluants qu'on a dans les sols en place, etc. Moi, je fonde quand même passablement d'espoir sur la suite des études qu'on doit mener pour se dire, en infiltrant à travers ce type de système, finalement, ce qui va percoler en fond de système sera suffisamment ou largement suffisamment propre pour ne pas venir créer de problèmes par rapport à la législation. Ça, à la limite, la législation elle peut évoluer, mais c'est pas créer de problème au milieu, de problème réel. Ça ne m'intéresse pas tellement d'être juste conforme, ce qui m'intéresse, c'est d'être vertueux. Voilà, ça, on est là-dessus. Après, la question des matériaux, la provenance des cailloux, ça c'est une excellente question. Moi, je me suis posé la question en milieu urbain, quand on est, la ville par essence c'est polluée, enfin en tout cas Lausanne elle est relativement bien polluée, notre ville. L'idée c'était de se dire, plutôt que d'aller taper à la dynamite et au diesel dans de la montagne pour casser des cailloux qu'on amène ici, et puis après on va remblayer des carrières avec ce qu'on évacue d'ici, se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu meilleur dans ce type de cycle et puis le bilan carbone global de l'opération. Donc on s'est posé des questions qui sont allées jusqu'à utiliser des agrégats qui font l'ossature du technosol qui ne soient pas du caillou. Donc on a parlé de béton de déconstruction. Le canton nous a dit jusqu'à 20%, oui, mais on ne sait pas ce qu'on a mis dans le four des cimenteries, donc par principe de précaution, pas plus. Ok, dont acte. On s'est posé la question, dans certains milieux déjà pollués, de se dire est-ce qu'on prend, au lieu de fraiser des routes et puis d'aller faire des tas de bitume qu'on ne sait pas comment utiliser, est-ce qu'on utiliserait du concassé de bitume pour mettre là-dedans ? Pour l'instant, la législation ne le permet pas, mais on s'est posé la question. Peut-être que dans certains cas, dans certaines circonstances particulières, ce serait une option. Aujourd'hui, on a testé sur un projet de faire du clayage en place, avec une clayeuse sur pelle mécanique, d'aller récupérer la fraction pierreuse suffisamment grosse pour au moins garder ça et évacuer que ce qui est trop fin, pour éviter d'aller exporter une masse de cailloux à un endroit pour faire revenir des cailloux pour les mettre là, ce qui est aussi un non-sens absolu. C'est pas tout simple en installation de chantier, ça prend de la place, ça fait du bruit, ça coûte pas moins cher, etc. Mais enfin, on essaye de donner du sens à ça, mais c'est un point, si on prend le bilan énergétique du verdissement des villes, c'est un point sur lequel on doit travailler pour devenir meilleur. Mais c'est sûr. En tout cas, c'est une question, c'est une réflexion de fond, mais qui n'est pas encore, à mon sens, suffisamment aboutie. C'est une question qui va nous occuper encore un petit peu plus. Je permets juste la dernière question, parce que j'avais promis à une personne là derrière, si je ne me trompe pas, mais toute dernière question, pour après passer à la pause. Non, la question, elle s'est déjà éliminée, vous la posez à la pause. Bon, dans ce cas-là... Là, il y a une question, là. Il y a une dernière question ici. Ok, vous m'entendez. Non, j'avais une question un peu générale. Je voulais rebondir aussi sur... monsieur demandait s'il devait utiliser la terre végétale qu'il avait en campagne.
comment vous vous positionnez sur ce produit? C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est une nouveauté, c'est une tendance, et voilà, on en parle partout. Du coup, nous, on a beaucoup de réactions aussi. Je dis ça en tant que concepteur ou en tant que prestataire. On a beaucoup de demandes de maîtres de l'ouvrage qui ne connaissent pas forcément ce produit. Moi, j'aimerais aussi vous entendre. Là-dessus, on est d'accord que c'est un produit pointu, qui demande une certaine énergie et qui doit absolument se justifier. Même s'il a des résultats plus qualitatifs que la terre qu'on a à disposition, encore une fois, il a, voilà, comme toutes les modes, comme toutes les tendances, elles génèrent toujours des abus. Et je pense qu'on est quand même à un stade où il faut se positionner clairement là-dessus, sur la manière aussi de le communiquer. Vous avez dit ce matériau, sa plus grande force, sur sa plus grande utilité, c'est qu'il est portant. Donc il a vraiment toute sa légitimité en ville, dans des secteurs où justement où on dit on n'est pas dans des conditions indigènes, mais c'est pas un sol indigène. Et là, je pense que cette question de ce monsieur, moi, elle m'interpelle beaucoup, parce qu'on a aussi des maîtres d'ouvrage en campagne qui nous disent ah non, moi je veux de la fosse de Stockholm, c'est super. Et puis on est en campagne, et puis on a de l'eau à retenir, alors on va pas la retenir, on va mettre des fosses de Stockholm, comme ça fait rétention, et puis on a tout résolu. Et voilà, comment on se positionne là-dessus? Je pense qu'il faut faire attention. Je me permets de vous interrompre 2 secondes. Je comprends votre question, et je dois juste dire, c'est une question qu'on s'est posée aussi dans la préparation de la table ronde. Je pense que c'est une question à laquelle on ne va pas pouvoir répondre dans 2 minutes. Donc je vous propose qu'on la prenne avec et qu'on la traite à la fin de la matinée dans la table ronde avec tous les intervenants, parce qu'on aura probablement aussi des avis peut-être un peu différents selon les intervenants. Dans ce cas-là, je vous informe que le café, il a lieu à nouveau en bas dans la salle des fêtes. Et puis une petite information, vous avez vu qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire des photos de la journée. Si quelqu'un de vous ne veut absolument pas figurer sur ces photos qui pourront être aussi sur le site online, merci de m'en faire signe pour que je puisse choisir des photos où vous ne soyez pas dessus. Merci beaucoup. Fausse. Qui va plus. La première, c'est que ça Retour consomme 10h50. l'énergie. Merci Lucas de me rappeler ça. Mais ce qui consomme l'énergie, c'est de faire les fosses.